Alors, prêt pour une vidéo thématique? Aujourd'hui, on va parler de films qui parlent de vampires. Je vais donc vous parler de 7 films que j'ai beaucoup aimés, mais qui ne sont pas très connus. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allons-y. Alors, je vais commencer par parler de L'ombre du vampire, un film qui est sorti en 2000, un film américain-britannique. Un film réalisé par E. Elias Merrigue, un réalisateur pas du tout connu. Il a fait quelques années après Suspect Zero, mais il a quasiment pas de film à son actif. Il a quand même le mérite d'avoir réalisé le clip Antéchrist Superstar pour Marilyn Manson. Nous sommes en 1921, année où Friedrich Wilhelm Murnau, le célèbre réalisateur allemand, tourne son film mythique Nosferatu. Nosferatu qui était le premier film à avoir adapté le livre de Bram Stoker, Dracula. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement, il fait froid dans le dos. Le réalisateur engage un comédien, Max Schreck, pour jouer le vampire. Et selon la légende, l'acteur collait tellement au personnage qu'il faisait peur à toute l'équipe. Il était tellement étrange qu'il restait dans son personnage et personne ne le voyait en dehors du film, habillé différemment, sans son maquillage. Ce qui fait qu'il y a eu toute une légende autour du tournage. Il y a eu des rumeurs comme quoi l'acteur était réellement un vampire. Et donc le film se base là-dessus. Un acteur joué dans le film par Willem Dafoe. Willem Dafoe qu'on a vu dans pas mal de films de Lars von Trier, qui a joué le méchant dans Spider-Man de Sam Raimi. On l'a vu également chez Wes Anderson ou Scorsese. Le film vaut vraiment le coup d'œil pour sa prestation, qui est vraiment étonnante et très étrange. John Malkovich, le fameux John Malkovich qu'on ne présente plus, étant donné qu'on a pu voyager dans sa tête il y a quelques années grâce à Spike Jonze. Il joue un Murnau complètement omnubilé par son film, et qui ne recule devant rien pour le terminer. Il refuse de dire à son équipe où il a trouvé Max Schreck. Il leur interdit de lui parler, d'avoir des relations en dehors du tournage avec lui. La mise en scène du film emprunte beaucoup au film muet, évidemment en clin d'œil. Donc il y a pas mal de scènes qui sont en noir et blanc. Il y a quelques intertitres entre les scènes. Donc un film qui a beaucoup de charme, et pas mal d'humour. Le film est un échec à sa sortie malheureusement, au point de vue des entrées. Parce qu'au point de vue critique, il a eu vraiment de très bonnes critiques et Willem Dafoe a eu des prix dans des festivals grâce à son interprétation Max Schreck. C'est un film que j'ai trouvé très intéressant. C'est aussi le premier film que j'ai acheté en DVD. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait et c'est la première fois que je découvrais ce format. Et donc j'ouvre la jaquette et je me rends compte qu'il y a des titres inscrits à l'intérieur. Et petit à petit, en lisant, je me rends compte que c'est les chapitres de l'histoire. Et donc on peut se gâcher le film et lire la fin par exemple. Chose que je ne referai plus dans le futur. Je n'ai jamais compris pourquoi les éditeurs mettaient les titres des chapitres à l'intérieur des jaquettes. C'est incompréhensible. L'ombre du vampire, un très bel hommage au film muet et aux films de vampires. Parlons de Cronos, film mexicain sorti en 1993 et réalisé par Guillermo del Toro. L'un de mes réalisateurs préférés que vous connaissez sûrement puisqu'il a réalisé entre autres les 2 Hellboy, Le Labyrinthe de Pan ou encore Pacific Rim. Pour réaliser ce film, Guillermo s'est endetté de plus d'1/4 de million de dollars. Il a vendu sa voiture, son van et hypothéqué sa maison. Et le scénario est pas facile à vendre. Au XVIe siècle, un alchimiste enferme le secret de l'éternité dans une boîte en forme de scarabée doré. Quelques années plus tard, en 1997, un vieil antiquaire va libérer ce pouvoir et se fera vampiriser par sa découverte et transformé en créature assoiffée de sang. On ne nomme jamais le vampire en tant que tel dans le film. C'est Federico Lupi, qu'on verra dans d'autres films de Guillermo del Toro, qui incarne l'antiquaire, qui rajeunira au fil du film, grâce à des maquillages assez géniaux,
Guillermo del Toro est très adepte des effets spéciaux de l'époque, de tout ce qui est fait à la main, quoi, des maquillages, des monstres faits en latex, en vrai quoi. Effets spéciaux faits à la main qui apportent beaucoup au style de Guillermo del Toro. Il passera par plusieurs phases de métamorphose, thème qu'affectionne Guillermo del Toro. Il donnera le rôle du méchant à Ron Perlman, et c'est sur ce tournage qu'il rencontre cet acteur pour la première fois, et qu'il va réutiliser dans beaucoup de ses films. Alors c'est un acteur que vous avez pu voir dans La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. On retrouve dans le film tous les thèmes récurrents qu'on verra dans la carrière de Guillermo del Toro, dans tous ses films, c'est-à-dire les insectes, l'enfance, les symboles religieux. Tout est déjà dans ce premier film. Et bon, évidemment, il n'a pas les moyens de Hellboy ou de Pacific Rim, hein. Il en est qu'à ses débuts, mais il y a déjà vraiment une recherche esthétique étonnante. Et il y a un mélange de macabre et de fantaisie qui est très appréciable. Le film remporte tous les Oscars mexicains, enfin l'équivalent des Oscars, et il va même avoir des prix à l'étranger. Et grâce à ce film, il va rencontrer Pedro Almodóvar, qui va ensuite lui produire Les Chines du Diable, qui est aussi un très bon film que je vous recommande. Il existe un double DVD collector de Cronos, avec un entretien exclusif de Guillermo del Toro de 38 minutes, ce n'est pas négligeable. Cronos pour une interprétation très personnelle des vampires, thème qu'il continuera d'exploiter dans une trilogie en livres qui s'appelle La Lignée. Passons au prochain film. Only Lovers Left Alive, un film sorti en 2014, réalisé par Jim Jarmusch, qui a mis 7 ans avant de pouvoir réaliser ce film. Il ne trouvait pas les fonds nécessaires à la réalisation. Jim Jarmusch, réalisateur indépendant américain, que vous connaissez sûrement grâce au film Dead Man avec Johnny Depp, ou alors Ghost Dog avec Forest Whitaker, et également pour Coffee and Cigarettes, qui était un film très drôle à sketch, avec plein d'acteurs super connus. L'histoire se déroule évidemment entièrement de nuit et suit 2 vampires amants depuis un siècle qui se nomment Adam et Ève. Adam, qui est un musicien underground qui déprime seul à Détroit, ville fantôme d'Amérique qui est brillamment mis en scène dans le film, et Ève, qui est au début du film à Tanger, au Maroc, et qui va venir à Détroit lui remonter le moral. Ces 2 vampires vont passer tout le film à parler littérature, musique, science même, histoire de faire passer le temps, parce qu'ils savent plus exactement ce qu'ils font sur Terre. Ils comprennent plus du tout dans quel monde ils vivent. Ils se réfèrent aux humains toujours en utilisant le mot zombie. Pas mal de mépris donc de la part, en tout cas de Adam, envers les humains. On peut pas s'empêcher de penser à Jim Jarmusch chez lui, en train de philosopher sur ce qu'il pense de la vie. Et au milieu du film, la sœur de Ève vient déranger un peu la tranquillité des 2 vampires. Une sœur excentrique et perturbatrice qui est jouée par Mia Wasikowska, qu'on a vue dans le Alice de Tim Burton, évidemment, ou dans Jane Eyre, et également dans The Double, qui était un film vraiment dérangeant. Je vous le conseille fortement. Dans le rôle d'Adam, on retrouve Tom Hiddleston, qui n'a pas fait grand-chose d'intéressant. Il a surtout joué le personnage de Loki dans les films Marvel, The Avengers et dans Thor. Et il a fait des petits films indépendants comme The Deep Blue Sea. Pas un acteur qui me plaît spécialement, mais en tout cas, il est vraiment convaincant dans ce film. Et on peut noter aussi qu'il va jouer dans le prochain Guillermo del Toro qui s'appelle Crimson Peak, qui a l'air vachement bien. Je me permets d'en parler 2 secondes. C'est un film fantastique, d'horreur. Stephen King a déjà eu droit à sa projection privée et il a fait une super promo pour le film, étant donné qu'il a raconté que c'était l'un des rares films qui l'avait vraiment effrayé au cinéma. Bon, à ma connaissance, il a pas produit le film, il n'a aucune raison de dire du bien du film. Il y a donc de grandes chances que le film soit très flippant.
Il y a Mia Wasikowska qui joue le rôle principal, une fois de plus dans un film fantastique. Les deux sont accompagnés de Jessica Chastain, qui est une actrice talentueuse qu'on a pu découvrir dans The Tree of Life. And at last but not least, Tilda Swinton, qui est une actrice excellente qu'on a pu voir dans We Need to Talk About Kevin et qui a joué des milliers de second rôles dans plein de films. Par exemple dans La Plage où elle a joué la gardienne de la communauté que DiCaprio découvre sur une île. Et elle a pu rejouer encore un vampire dans un clip de David Bowie. Elle est vraiment hypnotisante dans ce film et elle joue vraiment un personnage très calme qui essaye d'apaiser son compagnon. A noter l'excellente BO qui est signée Joseph Van Vissen, qui est un joueur de lutte hollandais et qui a réalisé des CD avec Jim Jarmusch en dehors de ce film. Ils ont enregistré ensemble 2 albums vraiment expérimentaux, dont un qui est sorti au même moment que ce film et qui s'appelle Mystery of Heaven. Je vous montre la pochette du vinyle que je me suis procuré récemment. Et donc c'est ce joueur de lutte qui joue donc du lutte pendant tout l'album, et derrière Jim Jarmusch joue de la guitare électrique et utilise tous les échos qu'il peut, tous les Larsen. C'est surtout des musiques d'ambiance qui nous plongent dans un état second qui n'est pas déplaisant. A noter également la présence de Yasmine Hamdam, qui est une chanteuse libanaise et qu'on voit à la fin du film en live dans un café de Tanger. Et je l'ai vue en concert cette année à Paris et elle me fait étrangement penser à Jim Morrison des Doors pour le côté possédé par la musique. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, Only Lovers Left Alive, le film que j'ai préféré en 2014. Je vous le conseille, du romantisme à l'état pur. Allez, Predator, film de 1983, qui est la première réalisation de Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, et qui vient de la publicité. On le connaît pour avoir réalisé Top Gun ou alors True Romance, qui était vraiment un bon film basé sur le scénario de Quentin Tarantino, qui débutait sa carrière et qui avait vendu ce scénario. Mais depuis son film avec Denzel Washington, Man on Fire, qui était un bon film d'action, il a répété les conneries comme Le Métro 123 ou Unstoppable ou encore Déjà Vu. Tous ces films qui sont quasiment joués par Denzel Washington, qui est un super acteur, hein, mais bon, dans ces films-là, bon, c'est pas très intéressant de voir Denzel Washington dans ces films-là. Tony Scott a fini par sauter d'un pont en août 2012, et donc il a terminé donc, sa carrière sur des films pas terribles, quoi. Peut-être pour son esthétique de clip qui était pas commun à l'époque, et le manque de dialogue et l'intrigue qui était très sombre, le film n'a pas du tout eu de succès. Le film met en scène un couple de vampires encore, joué par Catherine Deneuve et David Bowie, le duo merveilleux. J'adore ces deux acteurs. Et alors ces deux vampires qui habitent à New York, dans un appart, ils sont ensemble depuis 300 ans. La passion amoureuse entre les deux commence à disparaître. Ça va entraîner le vieillissement ultra rapide de David Bowie, qui va passer d'un homme de 40 ans à un vieillard de 90 ans. Dick Smith se charge du maquillage. Dick Smith, c'est peut-être le plus grand maquilleur, un des plus grands maquilleurs du cinéma hollywoodien. Il s'est occupé du maquillage de l'Exorciste, d'Amadeus ou encore de Little Big Man. D'ailleurs, on peut se rendre compte que c'est le travail d'une même personne, tous ces maquillages, parce qu'il a souvent il a souvent vieilli des acteurs dans des films, et on retrouve des techniques qu'il a apprises. J'aurai l'occasion de reparler de ce grand homme dans une prochaine vidéo qui traitera des effets spéciaux au cinéma. Pour en revenir à l'histoire, le personnage de Catherine Deneuve va chercher un moyen de ralentir le vieillissement de son mec et va tomber sur un docteur, joué par Suzanne Charandon, qui est spécialiste dans le vieillissement.
Susan Sarandon, que vous connaissez sûrement grâce au Rocky Horror Picture Show, qui est une merveille d'horreur, de comédie musicale des années 70. Je vous le conseille très fortement, c'est un de mes films préférés. Ces deux femmes vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Ça va donner des scènes très torrides, et repris ensuite par les mouvements gays et lesbiens. Catherine Deneuve a été élevée au rang d'icône par les lesbiennes à l'époque. C'est assez étonnant la réputation qu'a eu ensuite le film. Le film est une merveille de mise en scène, à l'esthétisme glacé, et avec une bande-son essentiellement classique, si je me rappelle bien. Un cinéma qui nécessite tous les sens, où la parole est très rare, et où le sang coule. Alors Morse, c'est un film suédois, réalisé par Thomas Alfredson en 2008. Il est tiré du roman ayant pour titre Laisse-moi entrer. Alors on suit Oscar, qui est un enfant de 12 ans, dans la banlieue de Stockholm, donc en Suède. Et alors cet enfant est maltraité par quasiment une grande partie des élèves dans son école. Et alors on suit son calvaire pendant 20 minutes, les 20 premières minutes du film, où il se fait vraiment maltraiter par une grande bande de brutes, jusqu'à ce qu'il rencontre Eli, une petite fille qui a son âge, et qui vient d'aménager pas loin de chez lui, avec un vieil homme qui a l'air d'être son père. L'ambiance du film est très noire, pourtant il y a beaucoup de neige dans les décors, ça se passe en hiver. Et c'est quasiment impossible de vous raconter le reste du film parce que vraiment c'est étonnant. Tout le film repose sur une intrigue qui arrive au bout d'une demi-heure de film. Film très dérangeant. Vraiment je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en voyant le film. Et c'est vraiment malsain comme film. En même temps ça fait conte. En même temps c'est pas si malsain que ça, mais enfin, vous verrez, il y a des aspects vraiment effrayants. Je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, de tous les films là, dont je vais parler, c'est celui peut-être qu'il faudrait voir le plus vite, parce qu'il est actuel, et vraiment, c'est le film le plus original sur des vampires que j'ai pu voir à notre époque. Et surtout, ne vous trompez pas, il y a eu un remake, il y a quelques années, il y a 2 ans, en 2011, je crois, qui est sorti, américain, qui s'appelait Laisse-moi entrer, justement. Les Américains ont pour réputation de ne pas aller voir un film s'il est sous-titré. Et évidemment, tous ces petits films comme Millennium, qui avaient été sous-titrés en Amérique, n'ont pas eu du tout de succès aux États-Unis. Les gens ne vont pas voir le film si le film est sous-titré. Ce qui fait qu'il y a des grands réalisateurs comme David Fincher avec Millennium, ou alors là, je ne sais pas du tout qui a pu réaliser le remake de ce film, mais il y a eu des merveilles qui ont été refaits pour l'Amérique. Parce qu'il y a un réalisateur qui a dû voir le film en se disant « Putain, c'est super, mais personne ne l'a vu, je vais pouvoir me faire du blé en le refaisant, en faisant un film plus commercial. » D'ailleurs, récemment, j'ai vu le remake de Old Boy de Park Chan-wook, qui est l'un de mes films préférés, là, qui a été repris par Spike Lee, qui est un immense réalisateur, Spike Lee. Là, tu te demandes pourquoi il l'a fait, le film. C'est hallucinant, j'ai vu quelques extraits du film et c'est ridicule. Il a même supprimé des scènes hyper importantes du film. Enfin vraiment, on se demande pourquoi ils font des remakes. C'est juste pour essayer d'accrocher un public aux États-Unis qui n'aurait pas vu l'original. Mais là, c'est ridicule. Même avec les films d'horreur en ce moment, là, ils refont Evil Dead, ils refont Freddy les Griffes. C'est ridicule, les originaux sont bien mieux. J'ai très peur de voir Orange Mécanique ou des grands films de Kubrick repris par un connard actuel. Justement, Park Chan-wook, qui est un réalisateur coréen, qui a sorti Thirst, Ceci est mon sang, c'était le titre français, qui est passé à Cannes, c'était en 2009. Et il a eu le prix du jury à Cannes. Le film parle d'un prêtre qui suit une expérience médicale
et qui se porte volontaire pour tester un vaccin qui permettrait d'éradiquer une maladie en Afrique. Évidemment, ça se passe très mal puisqu'il meurt, mais on arrive à le réanimer grâce à une transfusion sanguine inconnue. On ne sait pas d'où vient le sang, et évidemment, ça va le transformer progressivement en vampire durant le film. Quand il revient en Corée, il attire les pèlerins qui ont entendu parler de sa résurrection. C'est assez drôle, tout le monde le prend pour le Messie là. Et à côté de ça, il recroise la femme d'un ami d'enfance dont il ne résistera pas au charme. L'originalité de ce film de vampire, c'est qu'il pioche beaucoup dans Thérèse Raquin de Zola. Il y a beaucoup de scènes très drôles dans le film. Moi, je suis allé le voir au cinéma et c'est vrai que le film, il a des côtés vraiment effrayants et très saignants. Et à côté de ça, il y a vraiment des scènes très drôles qui font rire la salle. Ce qui est marrant aussi, c'est que le prêtre, il s'en veut pendant tout le film de devoir sucer le sang des êtres humains. L'ambiance du film a la particularité d'être également très sensuelle, comme bon nombre de films asiatiques, hein, ils sont très forts pour les scènes chaudes. L'actrice Kim Ok-bin est très mignonne, et elle joue super bien dans le film. Moi je l'avais jamais vue et vraiment elle est épatante, elle a une palette assez incroyable. L'acteur principal, Song Kang-ho, est plutôt connu, on a pu le voir dans un bon nombre de films de Park Chan-wook. Il a également joué dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, également dans The Host, qui était un film de monstre. Il y a vraiment un travail sur l'espace, sur les couleurs dans le film. Mais bon, c'est comme dans tous les films de Park Chan-wook, hein. Regardez le film Stalker par exemple, c'est une merveille de mise en scène, encore avec Mia Wasikowska. C'est vraiment une grande histoire d'amour et avec une BO sublime. C'est marrant, tous les films dont je parle, il y a toujours une bande originale extra. J'aime beaucoup la musique, c'est comme ça. Musique qu'on peut retrouver sur une piste isolée sur le Blu-ray du film. Je le précise parce que c'est assez étonnant, on peut donc écouter la bande originale sans les images sur le Blu-ray. Il y a une version longue inédite sur le Blu-ray. Pour terminer cette vidéo thématique, je vais vous parler d'un film que j'ai trouvé très drôle de Mel Brooks, qui s'appelle Dracula, mort et heureux de l'être. Alors c'est un film avec Leslie Nielsen, qu'on a vu dans plein de films parodiques, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, plein de conneries comme ça, vous le connaissez. Mel Brooks, réalisateur que vous connaissez sûrement grâce à son Frankenstein Jr., qui est une merveille, qui est un des classiques de la comédie américaine, où il reprenait déjà une légende comme Frankenstein pour en faire un film complètement délirant. Et ça c'était dans les années 70, et là le film sur Dracula, il a été fait dans les années 90. Mais c'est sur la même idée, quoi. Toujours des très grands décors. Il refait vraiment un vrai film d'époque, avec des beaux décors, une belle musique, mais rempli de scènes à la con, très drôle, quoi, très parodique de tous les films de vampires qu'on a pu voir. Mel Brooks se permet même de jouer dedans, le professeur Van Helsing. J'ai toujours en tête une scène particulièrement sanglante où le professeur Van Helsing doit enfoncer un pieu dans le cœur d'une vampire. Et je crois que c'est une des scènes les plus drôles que j'ai vues de ma vie. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a vraiment des scènes d'anthologie dans ce film. Et si vous voulez approfondir vos connaissances sur les vampires, il y a ce super bouquin qui est sorti il n'y a pas si longtemps, de Jean Marini, sur les vampires. Et il retrace toute la culture qu'il y a eu sur les vampires, toute la mythologie. Alors au début, on a vraiment... regardez la couleur des pages, c'est assez balèze. Et le papier est très beau. Je vais essayer de vous montrer quelque chose, mais... Tac. Il y a des très très belles images. Et vraiment toute l'histoire des vampires. Et à la fin, il y a beaucoup de chapitres sur le cinéma, sur la peinture. Vraiment tout ce qui a pu toucher aux vampires. Voilà, Vampire, de la légende au mythe moderne de Jean Marini. Je vous conseille ce livre qui est vraiment spectaculaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine les amis.